Petit b, cours de la monnaie. Le mouvement MAM, ou la métamorphose complète d'une marchandise, est circulatoire en ce sens qu'une même valeur, après avoir subi des changements de forme, revient à sa forme première, celle de marchandise. Sa forme argent disparaît au contraire dès que le cours de sa circulation est achevé. Elle n'en a pas encore dépassé la première moitié tant qu'elle est retenue sous cette forme d'équivalent par son vendeur. Dès qu'il complète la vente par l'achat, l'argent lui glisse aussi des mains. Le mouvement imprimé à l'argent par la circulation des marchandises n'est donc pas circulatoire. Elle l'éloigne de la main de son possesseur sans jamais l'y ramener. Il est vrai que si le tisserand, après avoir vendu 20 mètres de toile et puis acheté la Bible, vend de nouveau de la toile, l'argent lui reviendra. Mais il ne proviendra point de la circulation des 20 premiers mètres de toile. Son retour exige le renouvellement ou la répétition du même mouvement circulatoire pour une marchandise nouvelle et se termine par le même résultat qu'auparavant. Le mouvement que la circulation des marchandises imprime à l'argent l'éloigne donc constamment de son point de départ pour le faire passer sans relâche d'une main à l'autre. C'est ce que l'on a nommé le cours de la monnaie. Le cours de la monnaie, c'est la répétition constante et monotone du même mouvement. La marchandise est toujours du côté du vendeur, l'argent toujours du côté de l'acheteur comme moyen d'achat. À ce titre, sa fonction est de réaliser le prix des marchandises. En réalisant leur prix, il les fait passer du vendeur à l'acheteur, tandis qu'il passe lui-même de ce dernier au premier, pour recommencer la même marche avec une autre marchandise. À première vue, ce mouvement unilatéral de la monnaie ne paraît pas provenir du mouvement bilatéral de la marchandise. La circulation même engendre l'apparence contraire. Il est vrai que dans la première métamorphose, le mouvement de la marchandise est aussi apparent que celui de la monnaie avec laquelle elle change de place, mais sa deuxième métamorphose se fait sans qu'elle y apparaisse. Quand elle commence ce mouvement complémentaire de sa circulation, elle a déjà dépouillé son corps naturel et revêtu sa larve d'or. La continuité du mouvement échoua ainsi à la monnaie seule. C'est la monnaie qui paraît faire circuler des marchandises immobiles par elle-même et les transférer de la main où elles sont des non-valeurs d'usage à la main où elles sont des valeurs d'usage, dans une direction toujours opposée à la sienne propre. Elle éloigne constamment les marchandises de la sphère de la circulation en se mettant constamment à leur place et en abandonnant la sienne. Quoique le mouvement de la monnaie ne soit que l'expression de la circulation des marchandises, c'est au contraire la circulation des marchandises qui semble ne résulter que du mouvement de la monnaie. Note 25. D'un autre côté, la monnaie ne fonctionne comme moyen de circulation que parce qu'elle est la forme-valeur des marchandises réalisées. Son mouvement n'est donc en fait que leur propre mouvement de forme, lequel par conséquent doit se refléter et devenir palpable dans le cours de la monnaie. C'est aussi ce qui arrive. La toile, par exemple, change d'abord sa forme marchandise en sa forme monnaie. Le dernier terme de sa première métamorphose, MA, la forme monnaie, est le premier terme de sa dernière métamorphose, sa reconversion en marchandise usuelle en Bible, AM. Mais chacun de ces changements de forme s'accomplit par un échange entre marchandises et monnaie ou par leur déplacement réciproque. Les mêmes pièces d'or changent dans le premier acte de place avec la toile et dans le deuxième avec la Bible. Elles sont déplacées 2 fois. La première métamorphose de la toile les fait entrer dans la poche du tisserand et la deuxième métamorphose les en fait sortir. Les 2 changements de forme inverse que la même marchandise subit se reflètent donc dans le double changement de place, en direction opposée des mêmes pièces de monnaie. Si la marchandise ne passe que par une métamorphose partielle, par un seul mouvement qui est vente considérée d'un pôle et achat considéré de l'autre, les mêmes pièces de monnaie ne changent aussi de place qu'une seule fois. Leur second changement de place exprime toujours la seconde métamorphose d'une marchandise, le retour qu'elle fait de sa forme monnaie à une forme usuelle. Dans la répétition fréquente du déplacement des mêmes pièces de monnaie, ne se reflète plus seulement la série de métamorphoses d'une seule marchandise, mais encore l'engrenage de pareilles métamorphoses les unes dans les autres. Note 26. Chaque marchandise, à son premier changement de forme, à son premier pas dans la circulation, en disparaît pour y être sans cesse remplacée par d'autres. L'argent, au contraire, en tant que moyen d'échange, habite toujours la sphère de la circulation et s'y promène sans cesse. Il s'agit maintenant de savoir quelle est la quantité de monnaie que cette sphère peut absorber. Dans un pays, il se fait chaque jour simultanément et à côté les unes des autres des ventes plus ou moins nombreuses ou des métamorphoses partielles de diverses marchandises. La valeur des marchandises est exprimée par leur prix, c'est-à-dire en somme d'or imaginée. La quantité de monnaie qu'exige la circulation de toutes les marchandises présentes au marché est donc déterminée par la somme totale de leur prix.
la monnaie ne fait que représenter réellement cette somme d'or déjà exprimée idéalement dans la somme des prix des marchandises. L'égalité de ces deux sommes se comprend donc d'elle-même. Nous savons cependant que si les valeurs des marchandises restent constantes, leur prix varie avec la valeur de l'or, de la matière-monnaie, montant proportionnellement à sa baisse et descendant proportionnellement à sa hausse. De telles variations dans la somme des prix à réaliser entraînent nécessairement des changements proportionnels dans la quantité de la monnaie courante. Ces changements proviennent en dernier lieu de la monnaie elle-même, mais bien entendu, non pas en tant qu'elle fonctionne comme instrument de circulation, mais en tant qu'elle fonctionne comme mesure de la valeur. Dans de pareils cas, il y a d'abord les changements dans la valeur de la monnaie, puis le prix des marchandises varie en raison inverse de la valeur de la monnaie, et enfin la masse de la monnaie courante varie en raison directe du prix des marchandises. On a vu que la circulation est une porte par laquelle l'or, ou toute autre matière-monnaie, entre comme marchandise. Avant de fonctionner comme mesure de valeur, sa propre valeur est donc déterminée. Vient-elle maintenant à changer, soit à baisser, on s'en apercevra d'abord à la source de la production du métal précieux, là où il se troque contre d'autres marchandises. Leurs prix monteront tandis que beaucoup d'autres marchandises continueront à être estimées dans la valeur passée et devenue illusoire du métal-monnaie. Cet état de choses peut durer plus ou moins longtemps, selon le degré de développement du marché universel. Peu à peu cependant, une marchandise doit influer sur l'autre par son rapport de valeur avec elle. Les prix or ou argent des marchandises se mettent graduellement en équilibre avec leur valeur comparative, jusqu'à ce que les valeurs de toutes les marchandises soient enfin estimées d'après la valeur nouvelle du métal-monnaie. Tout ce mouvement est accompagné d'une augmentation continue du métal précieux qui vient remplacer les marchandises troquées contre lui. À mesure donc que le tarif corrigé des prix des marchandises se généralise et qu'il y a par conséquent hausse générale des prix, le surcroît de métal qu'exige leur réalisation se trouve aussi déjà disponible sur le marché. Une observation imparfaite des faits qui suivirent la découverte des nouvelles mines d'or et d'argent conduisit au XVIIe siècle et notamment au XVIIIe à cette conclusion erronée que les prix des marchandises s'étaient élevés parce qu'une plus grande quantité d'or et d'argent fonctionnait comme instrument de circulation. Dans les considérations qui suivent, la valeur de l'or est supposée donnée, comme elle l'est en effet au moment de la fixation des prix. Cela une fois admis, la masse de l'or circulant sera donc déterminée par le prix total des marchandises à réaliser. Si le prix de chaque espèce de marchandise est donné, la somme totale des prix dépendra évidemment de la masse des marchandises en circulation. On peut comprendre sans se creuser la tête que si un quart de froment coûte 2 livres sterling, 100 quarts coûteront 200 livres sterling, et ainsi de suite, et qu'avec la masse du froment doit croître la quantité d'or qui, dans la vente, change de place avec lui. La masse des marchandises étant donnée, les fluctuations de leur prix peuvent réagir sur la masse de la monnaie circulante. Elle va monter ou baisser selon que la somme totale des prix à réaliser augmente ou diminue. Il n'est pas nécessaire pour cela que les prix de toutes les marchandises montent ou baissent simultanément. La hausse ou la baisse d'un certain nombre d'articles principaux suffit pour influer sur la somme totale des prix à réaliser. Quand le changement de prix des marchandises reflète des changements de valeur réels ou proviennent de simples oscillations du marché, l'effet produit sur la quantité de la monnaie circulante reste le même. Soit un certain nombre de ventes sans lien réciproque, simultanées et par cela même s'effectuant les unes à côté des autres, ou de métamorphoses partielles, par exemple d'un quart de froment, 20 mètres de toile, une Bible, 4 fûts d'eau-de-vie. Si chaque article coûte 2 livres sterling, la somme de leur prix est 8 livres sterling, et pour les réaliser, il faut jeter 8 livres sterling dans la circulation. Ces mêmes marchandises forment-elles au contraire la série de métamorphoses connues, un quart de froment 2 livres sterling, 20 mètres de toile 2 livres sterling, une Bible 2 livres sterling, 4 fûts d'eau-de-vie 2 livres sterling, alors les mêmes 2 livres sterling font circuler dans l'ordre indiqué ces marchandises diverses, en réalisant successivement leur prix, et s'arrêtent enfin dans la main du distillateur. Elles accomplissent ainsi 4 tours. Le déplacement 4 fois répété des 2 livres sterling résulte des métamorphoses complètes, entrelacées les unes dans les autres, du froment, de la toile et de la Bible, qui finissent par la première métamorphose de l'eau-de-vie. Note 27. Les mouvements opposés et complémentaires les uns des autres dont se forme une telle série ont lieu successivement et non simultanément. Il leur faut plus ou moins de temps pour s'accomplir. La vitesse du cours de la monnaie se mesure donc par le nombre de tours des mêmes pièces de monnaie dans un temps donné. Supposons que la circulation des 4 marchandises dure 1 jour. La somme des prix à réaliser est de 8 livres sterling, le nombre de tours de chaque pièce pendant le jour 4, la masse de la monnaie circulante 2 livres sterling, et nous aurons donc
somme des prix des marchandises divisée par le nombre des tours de pièces de la même dénomination dans un temps donné, égale masse de la monnaie fonctionnant comme instrument de circulation. Cette loi est générale. La circulation des marchandises dans un pays, pour un temps donné, renferme bien des ventes isolées ou des achats, c'est-à-dire des métamorphoses partielles et simultanées où la monnaie ne change qu'une fois de place ou ne fait qu'un seul tour. D'un autre côté, il y a des séries de métamorphoses plus ou moins ramifiées s'accomplissant côte à côte ou s'entrelaçant les unes dans les autres, où les mêmes pièces de monnaie font des tours plus ou moins nombreux. Les pièces particulières dont se compose la somme totale de la monnaie en circulation fonctionnent donc à des degrés d'activité très divers, mais le total des pièces de chaque dénomination réalise, pendant une période donnée, une certaine somme de prix. Il s'établit donc une vitesse moyenne du cours de la monnaie. La masse d'argent qui, par exemple, est jetée dans la circulation à un moment donné est naturellement déterminée par le prix total des marchandises vendues à côté les unes des autres. Mais dans le courant même de la circulation, chaque pièce de monnaie est rendue, pour ainsi dire, responsable pour sa voisine. Si l'une active la rapidité de sa course, l'autre la ralentit, ou bien est rejetée complètement de la sphère de la circulation, attendu que celle-ci ne peut absorber qu'une masse d'or qui, multipliée par le nombre moyen de ses tours, est égale à la somme des prix à réaliser. Si les tours de la monnaie augmentent, sa masse diminue. Si ses tours diminuent, sa masse augmente. La vitesse moyenne de la monnaie étant donnée, la masse qui peut fonctionner comme instrument de la circulation se trouve déterminée également. Il suffira donc par exemple de jeter dans la circulation un certain nombre de billets de banque d'une livre pour en faire sortir autant de livres sterling en or, truc bien connu par toutes les banques. De même que le cours de la monnaie en général reçoit son impulsion et sa direction de la circulation des marchandises, de même la rapidité de son mouvement ne reflète que la rapidité de leur changement de forme, la rentrée continuelle des séries de métamorphoses les unes dans les autres, la disparition subite des marchandises de la circulation et leur remplacement aussi subite par des marchandises nouvelles. Dans le cours accéléré de la monnaie apparaît ainsi l'unité fluide des phases opposées et complémentaires, transformation de l'aspect usage des marchandises en leur aspect valeur et retransformation de leur aspect valeur en leur aspect usage, ou l'unité de la vente et de l'achat comme deux actes alternativement exécutés par les mêmes échangistes. Inversement, le ralentissement du cours de la monnaie fait apparaître la séparation de ces phénomènes et leur tendance à s'isoler en opposition l'un de l'autre, l'interruption des changements de forme et conséquemment des permutations de matière. La circulation naturellement ne laisse pas voir d'où vient cette interruption. Elle ne montre que le phénomène. Quant au vulgaire, qui à mesure que la circulation de la monnaie se ralentit, voit l'argent se montrer et disparaître moins fréquemment sur tous les points de la périphérie de la circulation, il est porté à chercher l'explication du phénomène dans l'insuffisante quantité de métal circulant. Note 28. Le quantum total de l'argent qui fonctionne comme instrument de circulation dans une période donnée est donc déterminé d'un côté par la somme des prix de toutes les marchandises circulantes, de l'autre par la vitesse relative de leur métamorphose. Mais le prix total des marchandises dépend et de la masse et des prix de chaque espèce de marchandise. Ces trois facteurs, mouvement des prix, masse des marchandises circulantes et enfin vitesse du cours de la monnaie, peuvent changer dans des proportions diverses et dans une direction différente. La somme des prix à réaliser et par conséquent la masse des moyens de circulation qu'elle exige peuvent donc également subir des combinaisons nombreuses, dont nous ne mentionnerons ici que les plus importantes dans l'histoire des prix. Les prix restant les mêmes, la masse des moyens de circulation peut augmenter, soit que la masse des marchandises circulantes augmente, soit que la vitesse du cours de la monnaie diminue, ou que ces deux circonstances agissent ensemble. Inversement, la masse des moyens de circulation peut diminuer, si la masse des marchandises diminue ou si la monnaie accélère son cours. Les prix des marchandises subissant une hausse générale, la masse des moyens de circulation peut rester la même, si la masse des marchandises circulantes diminue dans la même proportion que leur prix s'élève, ou si la vitesse du cours de la monnaie augmente aussi rapidement que la hausse des prix, tandis que la masse des marchandises en circulation reste la même. La masse des moyens de circulation peut décroître, soit que la masse des marchandises décroisse, soit que la vitesse du cours de l'argent croisse plus rapidement que leur prix. Les prix des marchandises subissant une baisse générale, la masse des moyens de circulation peut rester la même, si la masse des marchandises croît dans la même proportion que leur prix baisse, ou si la vitesse du cours de l'argent diminue dans la même proportion que les prix. Elle peut augmenter si la masse des marchandises croît plus vite, ou si la rapidité de la circulation diminue plus promptement que les prix ne baissent. Les variations des différents facteurs peuvent se compenser réciproquement, de telle sorte que malgré leurs oscillations perpétuelles,
la somme totale des prix à réaliser reste constante, et par conséquent aussi la masse de la monnaie courante. En effet, si on considère des périodes d'une certaine durée, on trouve les déviations du niveau moyen bien moindres qu'on s'y attendait à première vue, à part toutefois de fortes perturbations périodiques qui proviennent presque toujours de crises industrielles et commerciales, et exceptionnellement d'une variation dans la valeur même des métaux précieux. Cette loi, que la quantité des moyens de circulation est déterminée par la somme des prix des marchandises circulantes et par la vitesse moyenne du cours de la monnaie, note 29, revient à ceci. Étant donné et la somme des valeurs des marchandises et la vitesse moyenne de leur métamorphose, la quantité du métal précieux en circulation dépend de sa propre valeur. L'illusion d'après laquelle les prix des marchandises sont au contraire déterminés par la masse des moyens de circulation, et cette masse par l'abondance des métaux précieux dans un pays, note 30, repose originellement sur l'hypothèse absurde que les marchandises et l'argent entrent dans la circulation, les unes sans prix, l'autre sans valeur, et qu'une partie alicote du tas des marchandises s'y échange ensuite contre la même partie alicote de la montagne de métal. Note 31.